Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente d'intervenir cet après-midi dans le cadre de la présentation d'ouvrages édités par Maison des Langues. Pour celles et ceux qui me connaissent et pour ceux qui me connaissent moins, j'enseigne depuis plus de 25 ans dans l'Académie de Créteil. Je suis très engagée sur les questions des pratiques langagières des élèves à tout niveau. Donc j'interviens à temps partagé depuis très longtemps à l'INSPE de Créteil. J'ai toujours mon petit temps partagé aussi dans mon lycée de toujours à Villeneuve-Saint-Georges. Mais j'interviens aussi beaucoup à l'échelle nationale sur ces questions, notamment de la visée de l'étude de la langue. J'ai beaucoup publié sur ces questions, sur comment revivifier finalement l'enseignement de la langue. Cet après-midi, c'est un petit peu atypique, ça me sort un petit peu de mes interventions habituelles en formation de formateur, en séminaire, puisque là, pour la première fois dans ma petite carrière, j'ai accepté de collaborer avec l'équipe de Claire Montanari dans la collection pour ce manuel l'archipel littéraire. Je dis ça parce qu'en fait, pour moi, ça va pas de soi. J'ai scruté à la loupe depuis tant d'années de très nombreux manuels. J'ai tellement arpenté les manuels, je les ai critiqués lors de formation, qu'en fait, ça ne va pas du tout de soi de didactiser des ressources dans les contraintes que connaissent très bien les éditeurs. Mais, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, cette petite équipe qui travaille très très bien depuis des années et qu'on connaissait pour avoir déjà introduit notamment les gestes du grammairien dans la collection précédente, a su en fait me convaincre quand j'ai entendu qu'en fait ils allaient entendre les invariants didactiques de l'enseignement de la langue. Donc nous y voilà. C'est grâce un petit peu à toute l'équipe de la maison et à Claire qu'on a beaucoup travaillé sur comment, dans un manuel avec les contraintes que l'on connaît, on peut proposer à vous, à nous, des choses assez efficaces, des activités qui vont plaire aux élèves, on l'espère, et vous permettre en fait de vous amuser avec la langue, de vous lancer dans des petits chantiers de grammaire, de permettre à des élèves en fait d'être vraiment réflexifs sur la langue. Ça fait 30 ans qu'on essaye de le dire en didactique, qu'il ne s'agit pas de se plonger dans une sorte de grammaire étiquetage. On passerait en fait, scolairement parlant, du temps à étiqueter des groupes de mots et l'enfant en fait, c'est pas tellement très bien pourquoi il fait ça. Mais il s'agit bien en fait de construire la réflexivité de nos élèves pour qu'en fait ils développent leurs compétences en production et en réception. Donc en fait, je vais vous proposer une petite intervention pour à la fois vous donner envie, peut-être très vite, même si c'est la fin de l'année, ou du moins à la rentrée, vous lancer dans des ateliers de langue si ce n'est déjà fait. Et en même temps, on va essayer de soutenir, enfin, je parle évidemment sous le contrôle notamment de Claire, d'Annick et de toute l'équipe, je vais soutenir le fait que je m'y retrouve bien dans certaines pages qu'on a travaillées. Alors, pour rappel, pardon, je vais un peu vite, certains collègues le savent bien, ce dont je parle, c'est évidemment cette colonne-là de droite, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, depuis 30 ans, depuis les travaux de Cogis, de Brissot, de Bucheton, évidemment, mais surtout en langue Cogis et Brissot, Chartrand pour le Québec, on a installé une démarche dite inductive, où on va vraiment privilégier l'observation réfléchie de la langue. Cette observation réfléchie, c'est pas du désordre, c'est pas du vide, c'est pas rien, puisqu'on fait le pari en fait d'une activité intellectuelle de haut niveau chez des élèves qui n'ont pas en fait peut-être vocation à devenir des grammairiens ou des linguistes. Non, c'est qu'en fait, on a assez de travaux en recherche qui nous dit que plus un élève est réflexif sur la langue, plus en fait il gagne en littératie et donc plus il développe ses compétences en écriture et en lecture. Versus, je ne m'étendrai pas, ça m'intéresse beaucoup moins, vous l'avez peut-être vécu en tant qu'élève, nos chers éditeurs s'en sont emparés très bien dans les années 1910-1920 avec Monsieur Bled et compagnie, enseignement vertical. Je te propose une petite règle, quand même pour faire passer la chose, je te propose quelques exemples, faisons quelques exercices, et puis ma foi, on aura fait la leçon de grammaire. Et puis ensuite, on déplore, nous tous, parce qu'on a tous fait ça, la machine à café, où les collègues des autres disciplines se demandent si nous faisons encore un peu de grammaire et d'orthographe dans le cours de français, et que vraiment, Loulou ne sait toujours pas quand même identifier le sujet et le verbe. Il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Et ça, les chercheurs nous l'ont déjà dit. C'est-à-dire, si ça dysfonctionne, ce n'est pas que des milliers d'élèves refusent obstinément de s'emparer du propos, mais peut-être qu'en fait, il y a peut-être un petit problème dans ce qui se passe dans la classe. Et on a mis à jour que ce qui se passe, enfin plutôt ce qui ne se passait pas,
c'est que il n'y avait pas assez de réflexion sur la langue. Donc aujourd'hui, 2020, 2025, 2026, on en est là. Il y a un consensus didactique de plus de 20 ans, hein, c'est pas du tout la nouvelle du jour, hein, 20 ans qu'on se dit, plus mes élèves s'amusent avec la langue, la manipulent, se met en petite posture de grammairien, chausse ses lunettes de grammairien, plus, en fait, ces manipulations, il les effectuera aussi en réception, mais je développerai pas cet après-midi pour les compétences de lecture, mais aussi en production écrite, et ceux qui le pratiquent déjà savent très bien que les gestes du grammairien sont aussi ceux des gestes d'écriture. D'accord ? Je vais les développer en ce sens. Aussi, on a essayé avec Anne Vibert, que certains et certaines connaissent, puisqu'on a publié ensemble des éléments, Anne Vibert, inspectrice générale émérite. On a beaucoup travaillé sur, vous avez une fichier du SCOL là-dessus, sur l'organisation de ces ateliers de langue qu'on a pu appeler chantier. On assume complètement ce mot de chantier, hein, même si voilà, il peut prêter à sourire, pour dire pour dire à quel point ce qui nous intéresse, c'est le processus. C'est vraiment le fait que l'élève tâtonne, qu'il cherche, qu'il émette des hypothèses, qu'il se demande est-ce que vraiment ce nom, il est sujet ou pas sujet. Cet adjectif, oh mince, en automaticité, je répondais qu'il était épithète, mais en fait, je me rends compte qu'il est attribut. Oh là là, mais ça ressemble beaucoup, cet attribut, à un COD, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est le questionnement, et moins l'étiquetage. Donc, là, j'ai essayé de faire une petite infographie, j'espère pas trop petite pour vous, où vous retrouvez les grandes phases d'un chantier de grammaire tel que vous pouvez le mener sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Attention, je dis quand même, c'est pas 6 heures. Non, là, c'est comme on aurait d'autres soucis peut-être à régler, mais un petit chantier qui va bien avec quelques dizaines de phrases à analyser, c'est environ 2 heures. Une phase individuelle que vous allez retrouver, donc j'y viens hein, dans la collection 5e avec ce petit bandeau chantier qui me va bien. On va retrouver en fait les grandes phases, les grands moments forts d'un chantier. Là j'ai pris un des premiers chantiers autour du tri de mots. Vous savez que toutes nos années de la 6e, même cycle 2 en fait, hein, dans les faits, ça commence en CE2, mais jusqu'en 3e, jusqu'au lycée après s'il le faut, au moins 2 fois par an, un tri de mots sur les classes grammaticales, d'accord ? Ça rappelle à tout le monde le bagage minimal et suffisant qu'un collégien se doit de maîtriser tranquillement. Il a commencé son travail de tri de mots normalement depuis le CE1, CE2. Et si c'est pas fait, mes entrants, les 6e, je les accueille avec un tri de mots. Et vous voyez que sur cette page, on a essayé de respecter la phase individuelle, la phase plutôt par petit groupe où on va s'opposer, débattre, dire moi je pense que c'est ça, je suis sûre que c'est un adjectif parce que, donc vont surgir les procédures. La phase évidemment de restitution avec l'institutionnalisation, parce qu'évidemment parfois on entend que alors du coup il n'y a pas de leçon. Non, on est sérieux. Mais évidemment qu'il y a une trace institutionnelle, un bilan, une trace écrite proposée par les élèves, il n'y a pas de problème, mais à hauteur d'élèves. Et ensuite, après cette phase de validation, on va avoir, mais ça je vais le développer après, des activités de transfert, notamment production écrite, et on vous montrera avec l'équipe comment on a essayé de décliner dans la partie langue, mais aussi dans les séquences, des activités avec une grammaire pour mieux lire, pour mieux écrire, et une batterie d'exercices, parce que il vous faut beaucoup de matière pour qu'on ait toutes sortes de petits exercices d'appropriation qui permettent finalement de toujours bien relier le sens aux manipulations grammaticales. Donc, vous l'avez compris, autre page possible, donc là vous revoyez les mots et leur classe. Un autre chantier, je vais pas tous les explorer évidemment, je n'ai pas le temps, mais un chantier qui nous tenait à cœur, qui me tenait à cœur, et dans l'ouvrage que j'ai publié, Travailler la maîtrise de la langue, avec ma collègue Émilie Buche, qui est dans le sud de la France, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. On a toujours proposé dans nos articles, dans nos formations, un travail, un premier chantier aussi au niveau des constituants de la phrase, sur ça c'est l'équipe de Sergi Pontoise, sur ce qu'on a pu appeler la phrase à 2 pattes. La phrase, elle tient sur ses 2 jambes. Et donc, on est vraiment dans la technique de l'entonnoir. Vous voyez, on part large, groupe sujet, groupe verbal, et en fait, à l'intérieur, on va ensuite entrer à l'intérieur des constituants. C'est ça la démarche. Donc, il est inutile. Chacun fait bien comme il veut. Mais pourquoi commencer en effet par une classe grammaticale isolée, toute seule dans son coin au mois de septembre,
ou une petite fonction isolée, alors qu'en fait, il va falloir commencer de manière très très large. Donc c'est pour ça qu'on a essayé, vous voyez, même dans l'ordre de nos chantiers, d'aller finalement de ce plus large, et puis après des pages manuelles classiques sur 2 pages qui explorent chaque classe grammaticale, chaque fonction. Donc, ce qui préside à la démarche inductive, évidemment, c'est la manipulation, puisqu'en fait, ces gestes du grammairien, nous devons nous les récupérer en cours de français, notamment dans les activités d'écriture. On verra aussi qu'on peut le faire en lecture, qu'on peut le faire à l'oral, mais disons que les effets les plus vifs sont en écriture. Donc, nous, en didactique, on a ces 5 gestes, comme à l'université avec des étudiants en linguistique, vous voyez. Ils placent la langue, ils la pensent, ils la décrivent à l'aune au moins de ces 5 gestes. Ces 5 gestes, donc nous, en classe, il va falloir les didactiser à la hauteur d'élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on va être bien sur des corpus ajustés. Loulou, il a 6 ans, il sort de son été, il a 10 ans et demi. Il n'a pas quand même besoin de tout savoir sur la transitivité verbale pour être clair. Donc, en fait, on va lui proposer des petits compléments de verbes qui vont bien. Il n'y a pas de cas piégeux, il n'y a pas de choses trappes. Il n'y a pas tous nos problèmes de terminologie, voilà, qui nous occupent bien à l'université. On va faire très attention, et vous verrez sur certaines pages, on a vraiment soigné, justement, il y a eu un gros travail de l'équipe sur l'élaboration des exemples. On va faire très attention sur le corpus à proposer. L'enjeu, c'est de permettre vraiment de l'élève, vous voyez, j'ai remis ces petites citations qui m'intéressent, vraiment de chausser nos lunettes de grammairien, de toucher aux énoncés, de voir ce que ça fait, à la fois en langue et en langage. Et vous voyez qu'on va minorer les automatismes, l'étiquetage trop rapide. Loulou, 6e, qui fait son bon élève et qui vous sort n'importe quel mot grammatical parce que ça fait un peu grammaire. Et puis vous lui dites, mais ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup? Oui, c'est un COD. Et qu'est-ce que c'est qu'un COD? Bon, on ne sait pas, en fait, personne ne sait ce que c'est que ce COD. Et ce O, d'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est bizarre quand même, parce qu'il y a qu'en France, en fait, on dit COD. Hein. Au passage, les Belges ont évolué. Les Québécois nous regardent avec beaucoup de commisération sur cette question. Mais nous, bon, on est en France, donc on a gardé COD. Nous, on assume, professeur de français, on reste digne en classe, il n'y a pas de problème. Mais nous, on doit absolument savoir quels sont les gestes grammairiens qui vont permettre à un élève, en fait, de reconnaître un complément essentiel du verbe. Les terminologies, elles sont très flottantes en France depuis plus d'1 siècle. Donc, ce qui va primer, c'est pas l'étiquetage à tout prix, vous voyez, c'est vraiment la manipulation. Et ces manipulations, en fait, vont s'adosser à ces 5 gestes. On a donc assumé dans le manuel, et c'est vraiment, enfin, personnellement, moi je trouve que c'est très chouette de voir un propos didactique complexe, mise en forme, même de manière éditoriale en fait, hein, voilà, jolie en fait, sur une double page. Moi je trouve que c'est quand même pas rien, puisque moi je ne sais pas faire, vous voyez, à part une petite diapo minimale. Bon, donc du coup, on a assumé plusieurs doubles pages de cette sorte. Apprendre les bons gestes, et ensuite ces bons gestes, on les retrouve dans d'autres doubles pages autour des classes grammaticales et des fonctions. Donc là, c'est un peu petit, mais vous retrouvez encadré, parce qu'en fait, là, c'était décisif par rapport à ce que je vous disais sur la phrase à 2 pattes, pour bien récupérer les 2 constituants. Donc, il faut absolument réussir à encadrer, par exemple, son verbe par les lunettes, ne pas. Il faut absolument réussir à encadrer son sujet par c'est qui, etc., etc. Le test d'encadrement ne va pas de soi chez un élève, hein, à part les élèves les plus littéraciés. Et ensuite, on s'appuie évidemment sur des tests que les enfants, depuis l'élémentaire, manipulent. Ils savent, par exemple, déplacer assez aisément des compléments de phrases. C'est pas très difficile, d'accord? Et puis après, on va sur des choses un petit peu plus complexes, avec le remplacement, puisqu'il va falloir beaucoup entraîner, vous le savez, nos collégiens, à pronominaliser. Ça, c'est très difficile. D'ailleurs, le locuteur français n'y arrive pas forcément très bien tout le temps. Hein. Là, je parle des pronoms personnels compléments. Ne parlons pas des pronoms relatifs à l'oral. Hein. Donc, en fait, c'est compliqué de pronominaliser. Par contre, nous, on a besoin de cette opération, à la fois, évidemment, par exemple, pour la fonction sujet, pour tous les compléments du verbe, et il y aura un intérêt énorme en production écrite. Donc, c'est un geste très important. Le geste de l'ajout, que l'élève, on va dire en CM, CM1, CM2, 6e, ne sait pas tellement faire spontanément, est à enseigner aussi explicitement. Puisque par exemple, vous voyez, pour l'adjectif,
un des tests très stables qu'on va pouvoir garder pendant toutes les années de collège, c'est bien qu'un adjectif, on va dire lambda, classique justement, va pouvoir être intensifié par l'adverbe très. Ça, un enfant de CE2, on a des vidéos, des captations, nous, de travail à l'INSPE. Un élève de CE2 peut tout à fait s'en emparer sans problème. D'accord? Donc, ce geste d'ajouter pour réaliser qu'en fait, le mot qui m'intéresse est bien un adjectif, est bien un adverbe, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on a des doubles pages comme ça, en fait, très méta, qui permettent de construire, enfin, nous, on espère que ça va être un soutien pour vous, pour construire la posture du grammairien. Et vous allez ensuite retrouver dans la partie langue, là c'est un exemple, de nouveau, quand il s'agit de faire synthèse, eh bien la synthèse, vous voyez, sur les fonctions, c'est toujours adossé au geste du grammairien. Là, je vais passer en revue. On a respecté la terminologie en cours, mais en fait, on a bien les tests à privilégier. Et vous voyez qu'on a pris le soin, et ça sera toujours le cas dans la banque d'exercices qu'on vous proposera, de demander aux enfants, aux élèves, de justifier avec au moins 2 gestes, puisqu'en fait, le risque, comme tout élève qui se conforme, il fait quelque chose de nouveau, peut-être qu'avec la professeure des écoles, il l'avait jamais fait, ou avec Madame Michu, en 6e, il l'avait pas fait, et c'est qu'avec vous qu'il le fait en 5e, il va s'accrocher un petit peu aux branches, et donc, il va automatiser un geste, et ça va redevenir un truc. Donc, en fait, il va vous proposer un geste qui, comme par hasard, peut-être marche. Si vous lui dites, en fait, non, pas un geste, 2 gestes, là, ça va coincer. Parce qu'avec un geste, peut-être qu'on croyait que c'était telle fonction ou telle classe, mais avec 2 preuves, ça ne marche plus. Donc, à chaque fois, on a veillé, même dans la carte mentale finale, vous voyez, à au moins proposer des gestes. Là, on n'a pas mis tout de suite pour la 5e, on a mis la pronominalisation, mais on a voilà précisé que quand un adjectif est attribut, évidemment qu'il se supprime pas. Mais tout ce qui est geste impossible, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas forcément l'accentuer, parce que aucun élève va vous dire, bah oui, peut-être il va le dire implicitement, mais nous, on n'a pas besoin d'appuyer que, évidemment, la voiture est rouge, personne ne dit la voiture est. On peut en parler dans la reprise, mais en fait, c'est un petit peu, ça, c'est notre bagage commun à tous les locuteurs français. Nous, on va vraiment mettre en valeur les manipulations effectives. Donc, je l'ai dit, je le répète, on a essayé vraiment d'affirmer, on a en fait de soutenir ces manipulations dans les demandes de justification, dans nos écrits de synthèse, dans des petites, alors dans le cahier élève que vous avez peut-être en main, où vous retrouvez les chantiers et ce principe de manipulation, on vous a proposé aussi des esquisses comme des petites évaluations que vous pouvez donc agrémenter, nourrir, expanser sans problème, où là encore, il faudra se justifier. Donc ça, c'est toujours intéressant de faire comme un QCM si vous voulez, où l'élève se positionne, voilà, la maison est en construction, on travaille sur le mot maison, on dit que c'est sujet, et hop, on se justifie. Et vous voyez que ça, c'est aussi un autre principe, j'en profite, mais j'ai un autre exemple un peu plus loin. Là, on a travaillé sur le mot maison, vous voyez ? Et donc, ce qui est plaisant, c'est ça. C'est un petit peu comme ce qui va se passer en classe. C'est-à-dire que j'utilise un mot dans toutes ses réalisations, dans toutes ses fonctions. Et donc, l'enfant, en fait, il manipule maison dans tous les sens, si j'ose dire. Et donc, maison a toutes les fonctions. On le prend dans toutes ses potentialités. Toujours avec, donc, une justification. On a essayé, dans les écrits de synthèse, là, je fais une petite parenthèse, quand il y avait un intérêt à pointer aussi la vigilance orthographique, on l'a vraiment bien explicité. Donc on a réutilisé, on s'adosse complètement aux travaux de Cogis qui datent maintenant depuis plus de 20 ans, et on s'est vraiment emparé de la petite balle d'accord proposée par Daniel Cogis dans ses travaux, jusqu'à codifier comme une petite balle qui rebondit pour permettre la chaîne d'accords. C'est intéressant, dès qu'on fait un chantier de grammaire, de toute façon, de rappeler à l'élève qu'il regarde un constituant et que ce constituant, dans le constituant, nous avons des morphogrammes, des marques orthographiques qui lient en fait, qui traduit bien que c'est un constituant, notamment les marques du pluriel, le S. Alors, ce qui m'intéresse aussi de vous repréciser sur le plan didactique avant d'aller plus loin et de vous proposer d'autres exemples dans le manuel,
c'est que on a bien compris qu'un atelier de langue, un chantier de langue, c'est autour des manipulations, mais de votre côté, ça veut dire qu'en fait, il faut accepter peut-être, il faut prendre, c'est comme un étayage un petit peu, un petit peu risqué pour nous, c'est ce qu'on appelle un étayage ouvert en fait, hein, non dogmatique. On ne cherche pas à récupérer absolument un étiquetage parfait. On est vraiment dans le processus. On accompagne les élèves dans leur recherche. Donc, ce que nous disent les sociolinguistes, et là je pense au laboratoire ESCOL de l'Académie de Créteil, donc que moi j'ai dans mon académie, avec des linguistes importants qui ont beaucoup publié sur ces questions, et ils ont pu montrer en observant des cours que plus un professeur a un étayage en comment, et c'est quand même pas difficile, même demain si on voit les loulous, on peut tout de suite essayer, des questions en comment et des questions en pourquoi, c'est beaucoup plus riche pour toute la classe et pour nous que des questions en quoi. Parce que le quoi, en fait, ça ferme la pensée. Qu'est-ce que c'est? J'ai souligné, qu'est-ce que c'est? Pouf, COD. D'accord? Tu me dis que c'est COD. On pourrait dire, mais je le fais automatiquement. Bah non, on a des milliers d'heures d'enseignement de vidéos. On découvre quoi? Que l'étayage enseignant n'est pas adossé à du comment et du pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne demande pas assez précisément, mais comment le sais-tu? Pourquoi es-tu sûr que c'est un COD? T'en as parlé aux copains? Et vous me dites quoi? Ah, tu me dis juste parce que t'as dit quoi? Donc je mange une pomme, je mange quoi? Une pomme. Et Ulysse est courageux. Ulysse est quoi? Courageux. Donc tout est COD quoi. Ah bah non, c'est pas... Ah bah alors. Et donc, on est bien obligé de préparer un peu son argumentaire avec des questions en quoi et pourquoi. Je vous ai remis de manière synthétique les 3 niveaux que l'on vise, sachant qu'en fait, on vise plutôt, nous, le niveau 2 et 1. Vous voyez qu'avec les questions en qui, quoi, ce qu'on appelle, nous, en linguistique, des trucs, des astuces très ancrées depuis le cycle 2. Puisque moi, vous voyez, j'ai des étudiants de licence en grammaire qui vont encore me trouver le sujet en disant, je les entends au-dessus de leur tête, qui est-ce qui? Mais comme la phrase est très très compliquée, tout à coup, en licence 1, ça devient très difficile de trouver le groupe sujet. Donc, les propriétés sémantiques, elles sont intéressantes. On n'est pas là pour dire le contraire. C'est du langage, on est dans la vie, on pense le monde avec le langage. Évidemment, on est locuteur français, tout ça a du sens. Mais en fait, nous, on n'en fait pas grand-chose au moment des activités méta. Je répète, ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment Loulou a chaussé ses petites lunettes de grammairien pour regarder la langue en surplomb. Donc, il est obligé de regarder ce qu'on appelle, nous, des indices fins. Des indices morphologiques, que d'ailleurs notre petit lecteur ne voit pas. Il ne voit pas les S. Vous les voyez parce que vous êtes à fond sur votre corpus de grammaire. Vous vous dites là, c'est super important. J'ai mis un groupe sujet avec le pluriel. J'ai mis le verbe avec NT. Forcément qu'il va se précipiter. Bah, pas du tout. Les lettres sont silencieuses. Mon élève moyen moins ne voit rien. Donc, pas d'indice morphologique. Il les convoque jamais. Un petit peu la variation féminin-masculin sur les adjectifs et encore. Et il convoque encore moins s'il n'a jamais été initié, à ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il ne convoque pas les gestes syntaxiques. Or, nous, depuis des années dans les programmes, vous le savez, on a bien, en tout cas pour le cycle 4, et ça a été redit avec les nouveaux programmes, découvert du fonctionnement syntaxique de la langue. Ce n'est pas connaître par cœur ou être hyper efficace en étiquetage, définir à tout prix ou être dans des choses trappes de la grammaire ou même entre grammairiens, on n'est pas d'accord, c'est découvrir le système linguistique. Donc en fait, c'est avoir une petite posture méta qui permet de comprendre le fonctionnement général. Fonctionnement que nous, je répète, on va récupérer en production écrite. Donc j'insiste beaucoup sur un étayage en comment le sais-tu, pourquoi, donc 2 questions, comment, pourquoi, et ça débouche nécessairement à mon sens, vous vérifierez aussi dans vos activités de dictée, d'orthographe, c'est la même chose, vous voyez, avec une dictée négociée. Comment, vous êtes 3 là, vous êtes tous d'accord, peut-être d'ailleurs sur une erreur, mais disons que vous êtes tous d'accord sur l'orthographe de ce mot, comment avez-vous fait? Quel est votre chemin pour avoir dit que ça s'écrivait comme ça? C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est pas absolument la performance orthographique. Donc, dans le manuel, on a bien, j'ai essayé après là d'exemplariser, on a essayé de respecter donc cette démarche dite active dans les contraintes forcément du manuel. Pour ce faire, notamment dans le cahier élève que vous feuilleterez, on a pu, et ça c'est quand même bien je trouve, dans cette petite marge,
mettre quelques indications pour que vous puissiez mettre les élèves en activité. Donc, c'est vraiment un propos pour vous les professeurs. Donc là, vous voyez, on est dans le tri de mots de départ en début d'année et on s'est permis de mettre des petits commentaires sur le déroulé de votre chantier. Par exemple, on justifie le fait qu'on a essayé de placer de la, puisque vous le savez, le problème en grammaire, c'est qu'on a beaucoup d'homophonie. Donc là, les élèves vont pouvoir discuter sur le la article, le la pronom, etc. On met comme ça autour des pages chantier des petites indications. Donc c'est pas voilà, on n'est pas là pour être injonctif ou intrusif dans votre pratique, mais c'est simplement pour vous donner des points de vigilance et peut-être pour vous permettre aussi d'échanger en équipe et de vous donner envie de vous lancer dans ce travail si voilà, vous décidez de doter les élèves du cahier. On a aussi essayé de respecter ce que je vous disais sur ce processus, être dans cette posture méta. Je vous l'avais montré déjà tout à l'heure, j'en donne un autre exemple, avec toujours des énoncés qui leur permettent voilà, d'être en surplomb. Donc voilà, typiquement, le petit QCM qui va bien, un vrai faux, efficace en plus. Là, je m'appuie sur les travaux de Claudine Garcia-Deban. Je vous encourage à aller voir son dernier livre, Une grammaire pour mieux écrire. Et donc, un vrai faux. Et on peut tout à fait demander à l'élève, bien sûr, de se justifier. Enfin, c'est même la suite voilà, indiquée. Donc, démarche inductive qu'on a essayé le plus possible de respecter. Je vous l'ai dit ensuite, des pages d'exercice, donc en fait, les pages classiques dans votre partie langue avec le rappel, la petite chose à retenir et vous ferez le lien avec les cartes mentales plus importantes que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mais ensuite, en fait, on a toute une série d'exercices qui vous permettent, de tenir compte de l'hétérogénéité de vos classes et de permettre des manipulations. D'où les petites étoiles, de 1 à 3. Mais aussi, on le verra dans une autre page, parfois vous verrez un peu plus loin, il y a des défis. Il y a un petit peu de différenciation, toujours liée à l'orthographe. Donc là, c'est orthographe, grammaire, réécriture. Et qui permet en fait, même à des élèves voilà différents finalement, de manipuler pas tous au même moment. On n'est pas tous obligés quand même de faire les mêmes exercices selon voilà, selon ce que vous observez dans votre classe. On a veillé à vous proposer des petits corpus. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'appuie entre autres, c'était une possibilité, donc on l'a exploité, sur nos homophones, sur l'homonymie, sur ce problème de son. Donc là, vous voyez, encore une fois, un petit corpus qui va bien, avec entre, il entre dans le magasin entre, ce boxeur aux gants bleus, voilà, fini le combat avec des bœufs, Pierre leur a demandé leur carte. Donc là, on voit qu'en fait, vous avez la main sur le fait que vous pouvez poursuivre avec les nombreux exercices de la sorte, le chantier de grammaire, parce qu'on a souvent proposé ce principe de démarche contrastive, où c'est quand même plaisant, et pour l'avoir beaucoup expérimenté dans de nombreuses académies, en règle générale, un collégien voilà lambda peut tout à fait se piquer au jeu pour classer, pour se dire mais oui, finalement, là, je réalise que le mot est écrit de la même manière et ça n'a rien à voir. Et on peut après retransformer, et vous voyez que là, les enjeux sont très forts. On va demander des remplacements, on va faire déplacer, on va trouver le mot vedette de la classe grammaticale, on vous en parle dans le manuel. Comment tu es sûr que c'est le verbe, et voilà. Donc, je trouve qu'à chaque fois qu'on pratique finalement cette démarche un peu contrastive de corpus, avec des phrases pas forcément qui s'opposent, mais de mots en fait, ou de constituants qui s'opposent un peu, c'est assez efficace en tout cas en classe. On fait des petites choses, mais ça on pourra en discuter tout à l'heure après la présentation si vous voulez. On a aussi veillé, j'ai pas tout rescanné pour les besoins de la présentation, mais on a été très vigilant sur cette question des homophones, qui est une grosse préoccupation pour nous tous, et j'en conviens. Mais vous le savez peut-être, depuis le début du siècle dernier, les linguistes disent, et d'ailleurs c'est super intéressant à découvrir, comment l'école en son sein, mais elle est coutumière peut-être l'école de fait, comment elle a co-construit une difficulté avec les homophones. Comment, quand les premiers éditeurs
autour des années 20, ont positionné les homophones par couple en mélangeant, sans se soucier de rien, toutes les classes grammaticales. On construit ce que les linguistes appellent aujourd'hui de l'insécurité linguistique. Comment même à 19 ans, 20 ans, moi j'ai des témoignages, vous voyez, d'étudiants en BTS un peu fâchés avec l'école, me dire « j'ai jamais su écrire l'heure et l'heure, j'ai jamais compris ». Et où, en fait, j'hésite toujours. Et il y avait un truc qu'on m'avait dit, mais en fait, je comprends pas. Alors ça, en fait, on a des articles entiers, des travaux de recherche entiers qui vous montrent que d'avoir positionné des couples d'homophones en mélangeant les classes grammaticales a créé, en fait, beaucoup plus d'insécurité que si on ne les avait jamais présentés à de jeunes élèves. Donc, c'était un parti pris. Vous ne trouverez pas, en effet, certes, à la fin du manuel ou à la fin du cahier, des pages avec des couples d'homophones qui n'ont rien à voir entre eux. Il n'y aura pas d'opposition entre ou que sais-je. Par contre, on vous dit que on va préférer, et on s'en explique dans plusieurs exercices, on va préférer évidemment s'appuyer sur nos gestes de grammairiens. C'est ce qu'on appelle, nous, un enseignement des homophones par analogie. Et en fait, on va faire jouer le geste du grammairien. Donc, si Loulou hésite sur « a », parce qu'il y a déjà de l'insécurité, alors qu'il n'y a aucune raison de mettre un accent grave sur le verbe avoir, bah, d'où ça sort? C'est que ça lui a été montré par l'école. Puisqu'on a des recherches, nous, qui montrent qu'un CP-CE1 qui ne voit jamais le couple AA en opposition ne commet jamais l'erreur. Jamais. Et ceux qui la commettent ont été exposés à ces fiches où, attention, chose trave de l'orthographe française, ne confond pas A et A. Pour un verbe, A, bah, c'est le geste du remplacement. Tu le conjugues, ton verbe, tu peux le remplacer par un autre verbe, et c'est tout. Et c'est le verbe avoir. Nous-mêmes, dans notre étayage, on ne le met pas en opposition, en fait, avec la préposition à, etc., etc. Donc ça, c'est des partis pris qui sont plus discrets, vous voyez, dans les pages. Mais pour vous dire à quel point on s'est un petit peu cassé la tête quand même, parce qu'il fallait tenir des principes didactiques qui sont très bien posés dans la recherche, et on voulait pas retomber, en fait, dans des... Vous savez, c'est un peu des angles morts, nous, de notre métier de professeur de français. C'est-à-dire que, on a tellement l'habitude, ça fait tellement longtemps. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai vu mes filles, moi, arriver avec des fiches, vous voyez, de couples d'homophones, d'ailleurs, des plus improbables entre nous. Même elle-même avait quelques doutes en CE2. Vous voyez, j'ai eu la fiche verte, numéro 42, autour de mi. Cherchez tout de suite, les homophones en mi. Mais moi, j'étais moyennement convaincue. Et vous avez Zébulette en CE2 qui dit « Je vois pas pourquoi, en fait, on me demande une leçon ce soir sur mi. » Ben oui, peut-être qu'il y a un grand danger, tout à coup, de se tromper en écrivant le mot mi entre nous. Jamais, jamais. Vous voyez, non mais où va-t-on? Donc non, on reste sobre et on travaille sur les fréquences et sur les catégories grammaticales les plus utiles, toujours avec les gestes du grammairien. Des rituels aussi, j'ai bientôt fini ma présentation avec un cinquième et dernier point. On a essayé, en plus de toutes ces amorces de corpus, de déplier davantage de corpus, de phrases qu'on a souhaité thématiser en lien avec les séquences, nouveaux programmes de cinquième, donc nouvelles œuvres, nouveaux groupements de textes, et dans les prolongements qui vous sont offerts quand vous allez peut-être prendre le manuel, vous trouverez en fait, là on est dans le cadre de la phrase à deux pattes, donc pour prolonger finalement le chantier de langue, une fois qu'il est fait, on vous propose peut-être un rituel hebdomadaire parce que vous faites déjà ça une fois par semaine. Allez, une petite phrase flash pendant 5-10 minutes. On fait l'analyse grammaticale d'une phrase. Donc du coup, nous on les a créés dans un ordre, on a essayé de complexifier et on a thématisé en lien évidemment, c'est quand même mieux si Loulou 5e reste avec, vous voyez, son thème de l'aventure. Du coup, toutes les phrases évidemment reconvoquent les héros vus. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Et simplement voilà, donc vous trouverez pour chaque objet finalement du programme des corpus thématisés. Et puis, donc il y a deux grands chemins. Après, je prendrai évidemment vos rebonds avec intérêt. On a pris deux voies à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a à la fois beaucoup de réinvestissement dans la partie langue, donc là j'en ai mis un petit peu partout. Ça peut aller, je vous disais, à la fois d'exercices dits de différenciation, là on est dans la partie langue, des petits défis qui permettent en fait aux élèves de réinvestir à court terme en échangeant, en argumentant.
À chaque fois, souvent avec des leviers, des petits lanceurs d'images, des exercices de réécriture, mais on est dans les pages langues. Et vous verrez qu'en fait, ces réinvestissements, on les aura aussi dans les exercices, enfin dans les chapitres de séquences. On peut avoir aussi des plus grands défis. Donc l'équipe de Claire il y a toujours eu dans cette équipe, il me semble, dans ces ouvrages-là, cette petite touche où où en fait la dimension ludique, mais elle est là vraiment pour servir finalement la réflexion. C'est pas juste un jeu finalement. Et donc il y a toujours des propositions assez créatives. Donc là, par exemple, je ne peux qu'aimer un cadavre exquis grammatical, puisque c'est exactement nous ce qu'on recherche, en essayant de mettre l'élève comme ça en surplomb sur sa langue, en lui donnant là, par exemple, une structure avec les constituants, et à lui, évidemment, de fabriquer les phrases qui respecteraient ces constituants. On pourrait faire la même chose avec un cadavre exquis, avec les classes grammaticales, etc. L'idée, c'est que ça peut ça peut avoir lieu au moment où vous le souhaitez. On peut l'imaginer à la fin d'un atelier de langue, après un atelier de langue, 1 semaine, 2 semaines après, pour reconvoquer le travail. Ça peut être en amont d'une évaluation qui sera ensuite individuelle en séance de révision. Enfin, ça a le mérite à la fois de permettre à la classe d'être une petite communauté qui réfléchit à la langue et en même temps d'être dans les aspects de mémorisation, de maîtrise aussi du bagage minimal en grammaire. Donc voilà, ça c'est assez c'est assez bien, ça a sa bonne place. Et l'autre chemin qu'on a pris aussi, c'est des situations de réinvestissement, mais là dans la partie évidemment la plus importante du manuel, dans la partie dite séquence. Et dans ces parties, dans ces séquences, vous avez plutôt en fin de section à chaque fois des projets. Claire vous en parlera peut-être bien mieux que moi, mais en tout cas des projets d'écriture plus copieux, plus épais, d'écriture par exemple longue. Mais pour préparer par exemple ce projet, on va positionner vraiment une grammaire pour mieux lire, pour mieux écrire. Donc on va associer en fait, alors que nous la difficulté, vous le sentez, les professeurs de français, la commande, c'est qu'on fait découvrir le fonctionnement syntaxique plutôt à l'échelle de la phrase, alors qu'en fait on doit augmenter les compétences rédactionnelles de nos élèves. Et mon élève, peut-être que c'est pas ce dont il a besoin que de savoir que oui, ça aurait été bien de terminer sa phrase par un complément de phrase ou que là, son COD pose problème. C'est pas tellement comme ça qu'on rentre dans l'écrit des élèves. Donc, il fallait qu'on ait assez d'habileté pour, si vous voulez, associer tout le travail autour de la syntaxe et de la grammaire de phrase avec des effets, ce qu'on cherche à produire en production écrite. Alors ça va plus de soi, vous voyez, avec des compléments de phrases qui vont organiser le texte dans une description. Voilà, parce que on sait que nous, c'est des connecteurs logiques, des connecteurs temporels, donc on va pouvoir les positionner. C'est plus difficile, par exemple, avec, là j'ai pas forcément mis tous les exemples, mais il y a un autre exemple où on arrive à travailler les compléments du verbe, et c'est la proposition de Claire de dire, pour faire le portrait de ton personnage, tu utiliseras donc des compléments essentiels du verbe, COD, COI, pour faire un portrait en acte. Donc c'est intéressant. Les verbes attributifs, les attributs, le portrait du personnage dans ce qu'il est, et les compléments essentiels du verbe, le portrait en acte. Vous voyez, on a essayé en fait de réfléchir à une application, si vous voulez, un réinvestissement dans l'étude de la grammaire de phrase, au sein de productions langagières plus complexes. Et ça n'a rien d'évident. Donc c'est pas ce manuel, ou c'est pas, là quand je dis ça n'a rien d'évident, on le sait en didactique, c'est très difficile en fait. Parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même niveau quand l'élève apprend à écrire un texte cohérent et par rapport à ce que nous faisons dans l'atelier de grammaire. Mais en tout cas, on y a veillé. Et donc, vous voyez, il y a les compléments, je le disais, ça paraît évident, compléments circonstanciels de temps et de lieu pour nourrir la cohésion du texte. Évidemment, vous êtes au théâtre, donc là, il paraît assez évident quand même d'étudier les modalités énonciatives, les types de phrases, parce que quand même ça va bien vu en plus le programme au théâtre des 5e, donc ça aura beaucoup de sens de travailler les modalités. Tant qu'on y est, la polyphonie avec les paroles rapportées, on est pas mal du tout, mais évidemment qu'on manquera pas pour tous les petits élèves, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre progression, de travailler
cette gestion des pronoms, puisqu'on sait que nous, un scripteur expert, c'est quelqu'un qui gère très bien sa chaîne anaphorique, qui gère ce qu'on appelle, nous, la cohésion. Et la cohésion d'un texte, elle tient parce que mon élève ne se mélange pas les pinceaux avec ces deux personnages. Donc, on n'a pas manqué non plus, par exemple, de travailler sur l'usage des pronoms. Donc, voici... voilà plutôt quelques exemples. Donc pour récapituler, en tout cas, le chantier de langue que vous amorcez, et donc il est résolument bien présent dans la partie langue et dans le cahier élève. On est d'accord qu'on est vraiment dans un petit espace-temps contraint dans la classe qui fait que c'est des moments vraiment réflexifs où on observe des corpus de phrases. On vous en a fourni en partie, mais à vous peut-être d'enrichir, d'ajouter, mais on est pas mal. On va vraiment, dans ce moment-là, enseigner explicitement les manipulations. C'est pour ça qu'il nous a paru très important de vous fournir des documents de synthèse propres, utilisables, qui peuvent être consultés régulièrement par les élèves. Donc, autour de ces 5 gestes. Et puis, vraiment, ça dit quelque chose. Ça dit aussi que dans l'organisation de ma classe, en fait, je vais, lors du tri de mots, lors des chantiers que je vais faire régulièrement par période, je vais privilégier le travail collaboratif entre les élèves pour qu'en fait ils pensent ensemble les activités grammaticales. Elles n'ont pas vocation à se faire comme ça tout seul derrière son petit cahier ou derrière ces 2 exercices, pas du tout. Vraiment, ce qui est très rigolo, c'est de travailler sur des phrases qui se ressemblent. On peut en inventer, on peut vraiment être très créatif, et il y a d'ailleurs ces consignes de défis qui vont dans ce sens en fait. Et on a cherché vraiment, là je le redis parce que j'ai fait juste un focus finalement sur la partie séance de langue, mais voyez que l'idée c'est que ça se tricote avec les compétences rédactionnelles que vous envisagez de mettre en place dans une séquence, on va dire, plus classique. Pour finir, et là c'est plus ma casquette de formatrice qui revient, je répète qu'en fait la visée de l'étude de la langue en collège n'a pas vocation à étiqueter sans fin. Un chercheur que nous aimons beaucoup dans l'Académie de Créteil, Thierry Panier, qui est chez Escole, un sociolinguiste, dit qu'en fait on est dans dans une boucle en fait, dans une boucle déductive, vous voyez, autotélique, où en fait l'enfant il se conforme depuis des années. Et on entend grammaire, d'ailleurs même si on fait un sondage, nous, autour de notre entourage, on dit grammaire, vous voyez, c'est quand même peut-être difficile à soutenir, même dans sa vie privée. Grammaire, quoi. Il s'agissait quoi? D'étiqueter sans fin, et puis en plus on n'est même pas d'accord, et puis en plus ils nous ont encore changé la terminologie. Mais vous voyez que là on ne parle pas de terminologie, on parle de réfléchir, vraiment au mot fort de réfléchir, de miroir, réfléchir sur la langue. Et il y va, à mon sens, vu ce que je fais à longueur d'année, ça participe en fait, pour moi, d'un projet émancipateur pour faire que nos élèves soient des élèves réflexifs, avec un peu de pouvoir sur les mots, un peu d'habileté aussi. On n'a pas parlé de l'oral, mais là ce serait à l'écrit en tout cas, d'habileté pour avoir un répertoire langagier et linguistique un peu plus nourri, un peu plus épais. Donc j'en reste là pour l'instant et j'attends avec intérêt vos questions. Merci pour l'écoute très attentive en ce début d'après-midi. Merci beaucoup. Bien.